J'ai toujours eu un peu cette graine de j'avais envie de créer un projet, d'entreprendre. J'adore créer une expérience qui n'existe pas. Rester centré sur le client, c'est extrêmement dur en fait. C'est pas du tout, bon bah on l'a écrit sur un mur, customer is king, donc ça marche. Techniquement, il y a 10 ans, c'était hyper difficile. Personne n'acceptait d'assurer ça. On arrivait dans une phase où les gens se disaient « mais qui fait quoi, je sais pas ». Ce qui est souvent ultra nocif, c'est Je suis avec Paulin Desmentons, fondateur de la société Drivey, aujourd'hui devenue Getaround. C'est une plateforme qui révolutionne la location de voitures pour les particuliers et professionnels. Elle permet de trouver une voiture en quelques clics et de pouvoir l'ouvrir directement via son téléphone. Rachetée en 2019 pour 300 millions de dollars, l'application devient leader mondial avec plus de 5 millions d'utilisateurs et 62 000 voitures partagées dans plus de 300 villes en Europe et aux États-Unis. Au-delà de ces chiffres, ce qui est beau à voir, c'est sa volonté d'avoir un impact positif sur l'écologie avec une vision unique. Un monde où toutes les voitures sont partagées. Lorsque j'ai rencontré Paulin et lui ai dit que j'utilisais son service pour nos événements, il m'a surpris de me questionner immédiatement sur comment améliorer son service. Et ça a été une leçon pour moi de ce que c'est vraiment être customer-centric. Paulin est un homme humble, stratège, avec une vraie ambition de transformer le monde. En tout cas, j'espère que cet échange t'inspirera tout comme ça a été pour moi. Il va te donner des clés pour décoller parce que ça l'a été pour moi. Bon visionnage à toi. Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, je suis super content. En plus, j'utilise son application quasiment chaque semaine, des fois plusieurs fois par mois. L'application Drivey, c'est une application sur mobile qui permet de trouver une voiture près de chez soi, qui peut être une voiture de particulier ou de professionnel, et de pouvoir l'ouvrir sans même rencontrer le propriétaire de la voiture. Donc c'est hyper sécurisé, moi j'adore et je l'utilise. Donc c'est 2,8 millions d'utilisateurs, ça a 9 ans, il y a 130 salariés, il est avec moi, je suis super content. Ça va ? super. Est-ce que tu peux un peu te présenter ton parcours, comment tu en es arrivé à créer Drivey? Parce que tu disais, à la base, tu viens pas du tout du monde de la startup, ce qui est hyper intéressant. Donc je suis Paulin. Effectivement, j'ai commencé ma carrière après avoir fait une école de commerce dans le transport maritime. J'étais dans une grosse boîte française qui s'appelle CMA-CGM, qui fait du transport de containers et pour laquelle j'ai commencé à Marseille, puis voyagé au Brésil, à Hong Kong. Et j'étais dans un monde qui avait rien à voir avec la tech, assez à l'ancienne, où on faisait tout à la main, on s'envoyait des centaines de mails par jour. Donc j'étais complètement en dehors de toute la tech et de toute l'innovation sur Internet. Et à ce moment-là, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas entreprendre ou pas du tout? Ouais, en fait, ça par contre, j'ai toujours eu un peu cette graine de j'avais envie de créer un projet, d'entreprendre. Donc j'ai toujours gratté sur un bloc-notes des idées, souvent assez farfelues. D'ailleurs, pendant que j'étais au Brésil, je voulais créer une sorte de Tinder et puis je m'étais dit non, ma famille va me répudier si je fais un truc pareil. Donc j'ai toujours eu des idées, mais j'étais très loin de tout ça. Quand j'ai commencé à avoir les premiers téléphones GPS, ça a fait un peu de tilt, je me suis dit tiens, tout le monde va pouvoir être localisé. Et j'ai commencé à réfléchir en fait pas à Drivey, à de la location, mais à un système de covoiturage en temps réel. Et je me suis dit avec les téléphones, on va pouvoir faire correspondre deux personnes qui vont dans la même direction. Donc je pensais un peu à des idées un peu comme Blablacar, mais plus en temps réel, un peu comme Uberpool ou des choses comme ça. Ou par exemple, tu prends ton application et tu pourrais avoir une voiture qui arrive directement n'importe où. Exactement, plutôt en ville que pour des longues distances où tu dis tiens, je vais à 15 minutes de là, j'entre mon adresse et là ça fait correspondre deux trajets qui vont dans la même direction. Il y a quelqu'un qui s'arrête en voiture. Donc ça, c'était ma première idée. Il y a des tas et des tas de gens qui continuent à le faire. Et en fait, que ce soit tous les VTC qui essayent de faire correspondre, de grouper des passagers, c'est exactement la même problématique. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a encore des tas de startups qui sont sur cette idée-là. Moi, en fait, j'ai assez vite compris que techniquement, il y a 10 ans, c'était hyper difficile. En plus, je connaissais rien à la tech. Je savais pas ce que c'était un site web. Je me rappelle encore au début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me rappelle d'un ami qui m'avait expliqué ce que c'était qu'un blog, alors que c'était déjà, pour le coup, assez connu. C'est rassurant parce que ça permet de se dire, si Paulin a pu le faire, on peut le faire. Non mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui viennent me voir en me disant j'aimerais bien créer ma boîte et je me dis oh là là, tu vas galérer, ça va être compliqué. Et en fait après je me rappelle l'état dans lequel j'étais moi quand j'ai commencé,
où je ne connaissais rien à rien, j'avais pas de réseau, j'habitais à Marseille, donc j'étais pas vraiment dans un bain avec tous les incubateurs qui étaient plus à Paris. Et puis quand je vois maintenant des étudiants qui commencent très vite à créer leur boîte, ils sont dans un tissu, ils ont des copains qui font la même chose, ils sont connectés. Moi, c'était pas du tout le cas au début. Et tu as une famille d'entrepreneurs, c'est comment ton tissu familial? Donc clairement, il y a un tissu familial. Mon père dirigeait une imprimerie, une petite PME. Il n'était pas fondateur, mais j'ai quand même grandi là-dedans. Et ma mère, elle a créé une marque de meubles. Donc elle a créé une petite boîte et j'ai vécu les sautes d'humeur et le stress à la maison d'une entrepreneur. Ça t'a pas dégoûté de dire mais je veux pas faire ça? Ça m'a pas dégoûté, non. Quand j'étais plus jeune, je voulais créer des restaurants, mais j'ai toujours eu l'idée de créer quelque chose. Et même quand j'étais dans ma grosse boîte où j'ai adoré mes années d'expat au Brésil, à Hong Kong, parce que c'était sympa d'un point de vue perso. Mais je me disais toujours, ça a un temps, et un jour, il faudra s'y mettre. Moi, c'est d'avoir eu 30 ans, où j'ai eu un peu une crise de la trentaine. Bon, ça paraît absurde, mais je me suis dit, bon, si tu te bouges pas maintenant, tu vas être sur des rails et tu t'y mettras jamais. Donc à 30 ans, t'as eu comme un déclic de dire, ok, il faut que je fasse quelque chose, c'est ça? Ouais, exactement. Et comment ça marche? T'as démissionné, puis t'as eu l'idée, ou t'as eu l'idée, puis t'as démissionné? J'ai eu l'idée, puis j'ai eu l'idée de démissionner, puis il y a eu un plan social dans la boîte, pas la boîte de transport maritime, mais j'ai passé quelques mois dans une autre boîte. Donc la vérité, c'est que je voulais démissionner, j'ai hésité, finalement j'ai pas eu le courage, et finalement la boîte se portait mal, et là je me suis dit il faut que j'y aille. Donc en fait, je sais même pas ce que ça aurait donné si ça s'était passé hyper bien, etc. J'ai pu bénéficier du chômage, et ça on le dit pas assez en France, que l'énorme sponsoring des entrepreneurs quand même, c'est de pouvoir pendant 2 ans en l'occurrence avoir des revenus assurés et pouvoir se consacrer, c'est-à-dire ne pas se payer pendant 2 ans, être à fond sur son idée sans avoir au bout de 3 mois des problèmes de fin de mois. Et donc dès le début, c'est Drivey que tu crées? La première idée, c'était cette idée de covoiturage que j'ai décrite avant, où je me suis dit que techniquement, ça serait impossible de faire du mobile en temps réel il y a 10 ans, et c'était vrai. En fait, maintenant, ça commence à l'être. Et donc, je me suis dit, il y a une autre façon d'optimiser la capacité de voitures inutilisées. Je me suis dit, il y a toutes ces voitures qui dorment dans la rue, qui servent, pour beaucoup de voitures, servent pas plus d'une fois tous les 15 jours. Et je me suis dit, il y a une autre plateforme à créer, c'est de la location de voitures entre particuliers. Et là, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, le début, c'était en fait créer une sorte de Leboncoin ou Craigslist, un site de petites annonces pour de la location de voitures. Et techniquement, au début, c'était pas très compliqué. Donc, j'ai créé pour juste 5 000 € que j'ai commandé à une agence un site de petites annonces de location de voitures. Et puis, j'ai observé, ça commençait à prendre. Il n'y avait pas d'assurance, pas de paiement, rien. Ça marchait comment en fait? C'était juste tu mets en relation. C'était juste, tu mets une petite annonce avec l'adresse, la photo de la voiture, un prix et ton numéro de téléphone et les gens t'appelaient. Et la transaction se faisait directement entre eux. Et donc toi, il n'y a pas de moyen de rémunération? Aucune rémunération, aucun même moyen de savoir s'il y avait ou pas des transactions sur le site. Je voyais juste dans Google Analytics les statistiques de fréquentation du site qui commençaient à monter un peu. Après 3 mois, il y a un gars qui m'appelle et qui me dit c'est vraiment pas terrible ton service, il y a des tas de choses à améliorer. Donc je me dis zut. Et il me dit parce que moi ça fait 20 fois que je loue ma voiture. Et là j'en revenais pas parce que j'étais même pas sûr s'il y avait 1 ou 2 locations. Et là il y a quelqu'un qui me dit j'ai loué ma Golf 20 fois. Donc je me suis dit ah ouais là il y a vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, tu te dis il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent ou comment ça se passe pour toi? À ce moment-là, j'ai mis les bouchées doubles pour faire développer une vraie version de la plateforme qui était la vraie première version de Drivey, toujours pas mobile. Au début, c'était qu'un site web qui est sorti fin 2010 où là, c'est devenu une vraie plateforme, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de créer une annonce, de réserver en ligne, de payer en ligne et d'assurer les locations par l'assurance, par un partenaire d'assurance. Et en fait, quasiment la veille de la sortie du site, il n'y avait pas de logo de l'assureur parce que personne n'acceptait d'assurer ça. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver un assureur et tout s'est goupillé pour une sortie fin 2010. Ça a coûté combien ça de développer cette application à l'époque? 50 000 €. 50 000 €. Que tu avais à titre perso ou que tu avais fait une petite levée de fonds? J'ai fait des micro-levées de fonds. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite et c'est mieux. Mais j'avais d'abord levé 20 000 € auprès de mes 2 anciens maîtres de stage quand j'avais fait un stage à HEC, puis 50 000 € avec les fondateurs de Blablacar, encore les 2 mêmes entrepreneurs, un peu de ma famille. Donc c'était vraiment des tout petits montants. Il faut que les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat se rendent compte. Aujourd'hui, on est sur des montants où l'entrepreneur, dès le début, il va être sur 300 000, 500 000, 1 million plus. Ouais, exactement. Donc moi, c'était 20 000, 50 000, 200 000, c'était vraiment petit à petit. C'est vrai que l'écosystème de financement était moins fort. Aussi, moi, comme j'avais pas de réseau, comme j'avais pas d'équipe au début, c'était difficile d'aller voir des gens pour leur demander 500 000 € pour une personne toute seule. C'était pas un atout au début. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est qu'il y a un peu aussi cette idée que pour arriver aujourd'hui à entreprendre dans le monde de la start-up, si t'es pas toi-même un super technicien, bah tu vas pas y arriver. Ou si t'as pas un technicien en tant que cofondateur, ça va être difficile d'y arriver. C'est intéressant. Pour toi, t'avais pas de
particulièrement des compétences pour coder ton propre site. Évidemment, tout le monde me disait il faut un cofondateur technique. Bon, génial, mais en fait, à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, pour 10 personnes qui veulent un cofondateur technique, il y a une seule bonne ingénieure parce qu'il y a une énorme pénurie sur le marché. Et donc moi, je me suis dit, il faut avancer. Donc j'ai fait bosser des agences, je savais que c'était pas idéal. Et je suis allé à des tas d'événements, de rencontres pour trouver des cofondateurs. J'allais dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, essayer de les rencontrer. Et puis ça a fini par marcher, mais ça a pris 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, tu as trouvé un cofondateur? Ouais, j'ai fini par trouver à un événement un cofondateur dont c'était le premier job, qui s'appelle Nicolas Mondolo et qui m'a rejoint en 2011. Et pour moi, c'était le bonheur complet, quoi. Ça faisait 1 an et demi que je galérais tout seul, que je prenais tous les appels du service client sur mon portable la nuit, etc. Donc, côté vie perso, c'était un peu dur. Et là, tout d'un coup, je trouve un cofondateur, plus Pascal qui m'a rejoint au service client. Et donc, on était 3 respirations, j'étais plus obligé de prendre tous les appels. Et là, j'avais l'impression que c'était le bonheur absolu. Pascal qui était au service client était pas cofondateur, il était salarié, et Nicolas il était associé et donc il était cofondateur. Comment on fait, parce que c'est une vraie question quand on n'a pas une compétence technique, comment on fait pour évaluer un développeur pour savoir s'il est bon? Parce que c'est très difficile par exemple de savoir est-ce que le développeur il a réellement bossé ou est-ce qu'il te dit voilà j'ai eu 50 bugs et en fait il a rien foutu. Comment tu fais pour choisir une agence, pour choisir un cofondateur technique quand t'as pas la compétence technique? C'est vrai que tu finis par le savoir si les gens sont pas bons, mais trop tard. Et d'ailleurs, dans mon premier projet, une agence qui me disait c'est prêt dans 1 mois, c'est prêt dans 1 mois, et puis au bout de 6 mois, il n'y avait rien. Et on a fini par s'engueuler, il n'y avait rien au bout de 6 mois parce qu'ils n'y arrivaient pas en fait. Donc j'ai évité de reproduire ça. Par exemple, pour mon cofondateur, pour Nicolas, je ne pouvais pas l'interviewer pour savoir s'il était bon ou pas. Je lui ai fait passer un entretien avec le directeur technique de Blablacar, qui était investisseur, et qui m'a dit si tu le recrutes pas tout de suite, dans 1 heure, je le recrute. Et donc je me suis dit ok, c'est parti. Et pareil, les agences web, en fait, j'ai demandé à d'autres gens qui les avaient fait travailler, qui avaient bossé avec eux. Donc c'est les règles habituelles de la vie, quoi. Quand on ne sait pas recruter, il faut demander à quelqu'un, il faut demander autour de soi. Quand tu dis c'est les règles entre guillemets de la vie, mais ce qui est intéressant c'est que tout le monde ne le fait pas. Ouais. Tout le monde n'a pas le réflexe de dire tiens, qui je connais ou qui je connais qui pourrait connaître la bonne personne qui peut m'aider à résoudre ce problème en fait. Quand tu sors la plateforme, ça a marché tout de suite, ça a donné quoi? C'est vrai que assez bizarrement, entre guillemets, ça a marché tout de suite. On sort le premier site, première transaction à la fin du mois 150 €, le mois suivant 300 et ensuite ça a doublé tous les mois. Ça doublait méthodiquement ou plus que ça en nombre de transactions. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai écrit à une journaliste de Télématin sur France 2 pour dire voilà, j'ai un nouveau concept, est-ce que ça vous intéresse? Comme c'était archi nouveau, il y avait beaucoup de curiosité, donc c'est passé à la télé. Et là, boum, ça a apporté des centaines de voitures, des milliers d'utilisateurs et après, la boule de neige a commencé à tourner. Après 2 ans du business, vous étiez vers quel genre de combien de voitures, quel chiffre d'affaires, pour avoir une idée de ce qui s'est passé en 2 ans en fait. Je me souviens plus exactement des points de passage et des chiffres, mais au bout de 2 ans, on devait avoir quelque chose comme peut-être 5000 voitures, 100 ou 200 000 membres, et on devait faire, je sais pas, 500 000 à 1 million d'euros de location, de volume de location sur la plateforme. Est-ce que ça, en tout cas, après 2 ans, vous aviez de quoi vivre les cofondateurs? Vous payez vous-même? Je me payais pas les 2 premières années et que là j'ai commencé à me payer. Mais en fait, pour être honnête, l'argent il venait pas de l'activité qui était encore largement déficitaire et qui l'est toujours aujourd'hui parce qu'on investit dans la croissance. C'est volontaire, hein, c'est pas on s'est planté. Mais il venait des levées de fonds, donc on avait levé 20 000, 50 000, puis 200 000 €. Et à ce moment-là, je crois que quand j'ai levé 200 000 € avec des business angels, encore que des entrepreneurs, on a décidé de se payer un petit salaire, je sais plus ce que c'était, un SMIC plus ou quelque chose comme ça. C'est intéressant parce qu'il y a je vois de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre et ils voient Facebook, ils voient le fondateur d'Instagram et ils voient des transactions à 1 milliard comme ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, ce qui est génial en soi, mais qui veulent entreprendre en disant tiens, l'entrepreneuriat c'est la clé pour être riche et rapidement. Et c'est intéressant de se dire entreprendre, en tout cas dans ton cas, c'est être prêt à bosser pendant 2 ans, pas être beaucoup payé, prendre des risques. Réinvestir tout, c'est pas du lifestyle. On voit beaucoup de jeunes qui se disent je vais entreprendre pour avoir la Ferrari, la belle maison et tout ça. Alors ça peut faire partie de la vie entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui fait par exemple que tu choisis de réinvestir une grosse partie de l'argent dans la croissance plutôt que d'aller te payer un yacht? Mais ça, c'est vrai que c'est des questions de personnalité. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que la tech, on peut devenir très riche très vite. Ça arrive et il y a des tas d'exemples. Mais clairement, dans ce que j'ai observé, je pense que tous les gens qui ont envie de devenir riches vite, dont c'est la motivation première, ils n'y arrivent jamais parce qu'ils sont jamais dans une logique de réinvestir. Ils vont jamais loin. Avec le premier projet, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur.
Et tous les ans, il y a des gens qui me disent « Mais arrête là, c'est bon, c'est déjà bien. » La première année, ça pouvait être plus qu'un salaire. Après, c'était « Tiens, t'as gagné comme un super salaire. » Si on fait pas ça pour quelque chose de plus profond, plus lointain que gagner de l'argent, en fait, il faut une telle volonté quand même pour résister aux coups, aux difficultés, qu'on n'y arrive pas et puis au premier coup on encaisse. Enfin, c'est comme question pour un champion, quoi. C'est est-ce que tu restes ou est-ce que tu continues? Pour avoir l'énergie d'aller loin, il faut pas être motivé juste par gagner de l'argent, parce que sinon honnêtement il y a d'autres manières. Voilà, il y a d'autres manières plus sûres d'en gagner un peu. Et toi, c'est quoi qui te fait continuer comme ça et jouer sur le long terme? C'est quoi le truc, tu dis, une raison plus profonde? C'est quoi la tienne qui te donne envie de continuer? Moi, ce dans quoi je suis le meilleur, c'est dans tout ce qui est un peu design du service et de l'expérience client. Donc, j'adore le côté créer une expérience qui n'existe pas, qui est vraiment façonnée, où on se dit, voilà, comment on veut surprendre en bien les clients, le service, ça va être comment, ça va être quel prix, comment ça va marcher, est-ce que ça va être en 5 minutes ou en 10 minutes, comment va fonctionner l'appli. Ça, je trouve ça passionnant parce qu'il y a vraiment un côté... je fabrique quelque chose, même si c'est du numérique, je fabrique quelque chose, je le mets sur le marché, les gens aiment, et après ils viennent t'en parler, et ils disent qu'ils aiment bien, et ça, je trouve que c'est assez fascinant. Donc, il y a le côté vraiment fabrication qui est assez chouette. Le deuxième, c'est l'impact. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est environnement, au confort de vie dans les villes. Moi, c'est ce qui me fait durer sur Drivey, c'est même s'il y a des problèmes où il faut les résoudre pendant des années de suite, où tu en as marre, où tu as envie de changer de sujet, le fait de dire tu peux vraiment avoir un impact positif sur les villes, parce qu'en gros, Drivey, ça peut débarrasser les villes de tas de voitures garées, ça peut faire baisser les embouteillages, ça peut rendre économiquement les choses beaucoup plus viables. Ça a vraiment de l'importance pour moi et je pense pour beaucoup de gens qui ont rejoint Drivey. Donc ouais, il y a l'idée vraiment d'avoir un impact écologique, l'idée d'épurer les villes, et après, c'est le truc qui toi te plaît personnellement, qui est créer un truc où les gens ils se disent « Waouh, j'ai jamais vu ça quoi ». Il y a quand même de la reconnaissance, je pense que, après ça deviendrait plus psy, mais je pense qu'il y a un besoin de reconnaissance. Par exemple, pour moi, faire quelque chose qui s'adresse au grand public, fabriquer quelque chose qui s'adresse au grand public et qui apporte quelque chose de nouveau, je pense que c'est assez plaisant parce que les gens te disent « Ah, c'est toi qui as créé ça, je trouve ça génial et tout ». Enfin, c'est agréable quoi, à titre perso. Et ça, ce que tu dis, c'est que ça te donne une énergie, même dans les moments où tu as les galères, les problèmes, les difficultés, de dire voilà pourquoi je me bats en fait. Ouais, ça donne de l'énergie, ça donne de la confiance. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'un truc qui est assez dur quand on a un service qui commence à réussir, c'est qu'il y a aussi le côté plainte des gens. C'est très très dur, justement quand on crée quelque chose pour l'impact, pour le côté fabrication, pour avoir de la reconnaissance, bah maintenant forcément quand on a des millions d'utilisateurs, il y en a forcément toutes les semaines qui sont mécontents. Donc j'ai au moins 3 ou 4 contacts LinkedIn par semaine et sur Facebook aussi de gens qui me disent j'ai eu une expérience horrible, c'est l'horreur, c'est pourrir. Plus jamais ça, et honnêtement ça me noue le ventre, c'est pas évident à gérer quoi. Et je me pose la question aujourd'hui je préfère adopter la posture de ça fait mal mais je lis, je plonge dans les cas avec mes équipes etc. pour comprendre ce qui se passe. Mais par exemple j'ai pris un petit peu de distance, c'est-à-dire qu'avant je répondais directement aux clients, j'étais en première ligne, aujourd'hui je fais en sorte que ça soit résolu, mais je me mets plus en première ligne parce que sinon t'encaisses encore plus. Et en plus, j'imagine que c'est un cercle vicieux où les gens ils contactent toujours le fondateur quoi. Ouais, bien sûr, mais j'aime bien l'idée, mais c'est vrai que c'est pas évident à gérer. C'est intéressant parce que je voyais une interview de Jeff Bezos et il disait qu'une des clés de leur réussite, ça avait été d'être obsessionnel sur essayer de résoudre les problèmes des clients. Et il disait qu'il y avait 2 types d'entreprises, ceux qui étaient du genre competition centric, tu vois, centrés sur la compétition, et d'autres qui étaient customer centric. Centré sur le client, et il disait un client c'est de fait entre guillemets, il exagérait mais jamais satisfait, et il disait dans le bon sens du terme qui est qu'en fait du coup ça te pousse à devenir meilleur, ça te pousse à améliorer, ça te pousse à faire mieux, ça te pousse à résoudre les problèmes qu'il a pour qu'en fait tout le temps en train de lui apporter la meilleure expérience possible. Je suis très inspiré par toutes les valeurs d'Amazon, notamment par toutes les méthodes de travail de Jeff Bezos. Je trouve ça assez formidable ce qu'il dit, et rester centré sur le client, c'est extrêmement dur en fait. C'est pas du tout on l'a écrit sur un mur, customer is king, donc ça marche, tout le monde est d'accord. C'est en permanence, c'est renaître ça en utilisant justement des cas précis où ça s'est mal passé, mettre le doigt où ça fait mal, et c'est en permanence un exercice qui est très dur. Moi, je considère qu'on est loin d'être parfait. C'est-à-dire que naturellement, on a plus tendance à devenir soit focus sur la tech et l'innovation, parce que si on fait quelque chose de radicalement nouveau, ça met en valeur les gens qui le font, c'est plaisant. Mais souvent, ce que veut le client, c'est peut-être pas ce qui est techniquement le plus compliqué, c'est peut-être pas ce qui est beaucoup plus beau que la concurrence qui va faire les gros titres de la presse, c'est quelque chose parfois de beaucoup plus simple.
Ouais, c'est un bon exemple, d'ailleurs, le Bon Coin qui n'a pas un beau site et les gens adorent l'utiliser, quoi. Exactement. Et je suis sûr que chez Le Bon Coin, il y a des tas et des tas de gens qui ont dû dire mais on peut pas rester comme ça, il faut tout refaire, il faut faire un truc sexy. Parce que je vais être fier de travailler pour une boîte qui a un beau produit et dont tous mes amis vont dire waouh, c'est génial. Probablement, ils ont écouté leurs clients et ils se sont dit bah les clients, ils préfèrent un truc archi simple que quelque chose de plus élaboré. Comment tu fais quand tu vois justement un commentaire comme ça pour faire la différence entre le commentaire agressif mais utile et le commentaire agressif juste agressif en fait? Bon, je trouve que c'est assez facile dans le ton. Enfin, moi, en lisant un message, je filtre assez vite ou entre un peu quelqu'un qui est un peu hater et qui est pas constructif et qui est juste là pour donner des insultes. Peut-être que c'est d'ailleurs un concurrent ou quelqu'un qui a d'autres raisons. Et tu comprends bien quand il y a quelqu'un qui est vraiment frustré avec des bonnes raisons. Enfin, je dis pas que j'ai un radar infaillible, mais tu comprends bien dans l'argumentation et dans la façon de présenter les problèmes qu'il y a quelqu'un qui a vraiment eu une galère. Et ça, c'est une des difficultés des boîtes de transport, parce que Drivey, c'est quand même une boîte de transport. C'est que si tu penses à toutes les fois où tu as vraiment été énervé par une société, il y a des chances que ce soit une société de transport, une compagnie aérienne, la SNCF ou d'autres, parce que c'est très critique, quoi. Quand ça plante, tout de suite, c'est tous tes projets. Si tu loues un van avec tout ton matériel pour faire un tournage, bon, bah, si c'est pas dispo ou si ça tombe en panne, c'est pas comme si tu as reçu ta paire de baskets trop tard, quoi. C'est un petit peu plus grave. Tu vois un cas vraiment problématique, comment tu fais pour les prioriser avec tes équipes et dire celui-là il est prioritaire par rapport à un autre parce que tes équipes elles travaillent, ils ont des projets en cours. Est-ce que tu prends un truc qui est urgent et tu le mets en premier? Est-ce que tu dis bon bah tant pis, on a ce problème-là, on le gérera dans 3 mois quand on pourra. Comment tu fais pour choisir? Moi, en tant que patron de la boîte, je suis quand même loin des opérations, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de contacts de service client chaque semaine. Donc moi, quand j'arrive avec un cas difficile, que je dis tiens, il y a ce truc-là, regardez, l'important, je pense, c'est de ne pas avoir un culte du boss où tout ce qui vient du boss est prioritaire et on lâche le reste. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une culture de si je dis quelque chose, c'est mon avis, mais vous devez l'intégrer dans vos priorités à vous. Et c'est pas parce que ça vient de Paulin et qu'il faut faire une bonne impression que vous devez mettre ça en première priorité. C'est pas forcément toujours parfait, mais il faut développer une culture où il n'y a pas à l'ancienne le boss qui est un peu le roi et en fait tout ce qui est autour du boss c'est archi priorisé et tout le reste ça traîne. Enfin voilà, essayer de faire en sorte que les gens se sentent vraiment propriétaires, honneurs de leur sujet et que ce soit pas top-down ou tout ce qui vient du haut on le fait, on réfléchit pas trop et c'est première priorité. Et comment tu as créé une culture qui permet ça en fait? Imaginons qu'il y a un entrepreneur qui nous écoute, qui a beaucoup créé ce truc top-down. Ouais. Et qui comprend que c'est une des clés pour lui de progressivement faire une transition, tu lui conseillerais quoi en fait? Je conseillerais de lire des bouquins sur le sujet, sur la culture d'entreprise. Je trouve dans les bouquins qui m'ont inspiré, le bouquin du DRH de Google, je crois qu'il s'appelle Laszlo Bock ou de l'ex-DRH, sur tout ce qui est ressources humaines, culture d'entreprise. Il y a pas mal de vidéos de culture d'entreprise, mais j'avoue que j'ai pas de lien en tête. Il y a Hard Thing About Hard Things. Qui est un bouquin d'un investisseur américain. Tu lis beaucoup? Je lis pas énormément, mais je lis quand même pas mal et je trouve que ça aide énormément. Donc l'inspiration, c'est plutôt des bouquins et des vidéos et ensuite, pour instaurer une culture, c'est énormément par l'exemple. Après, nous, on a fait un travail de formalisation, comme pas mal de boîtes qui grossissent, donc on a formulé une mission, des valeurs, etc. pour essayer de transmettre ça. Comment vous avez fait pour la faire émerger? C'est toi qui l'as écrit? C'est l'équipe qui l'a écrit? Pour nos valeurs, on a 5 valeurs et on a envoyé un questionnaire à toute la boîte de qu'est-ce qui compte le plus pour vous chez Drivey, dans quoi est-ce qu'on est fort en tant qu'équipe et auquel vous tenez. Il faut qu'il y ait ces 2 conditions un peu. On a envoyé ça, il y a eu des tas de réponses. J'ai été hyper surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit un enfer, parce que tout le monde allait dire quelque chose d'un peu différent, il aurait fallu faire une synthèse et en fait c'était de façon très surprenante, assez homogène, ce qui veut bien dire que la culture, elle préexistait le fait de la formaliser. Et ensuite, moi, j'ai fait une synthèse en me faisant aider par une partie des équipes de, bon, bah voilà, qu'est-ce qui émerge parmi tout ce qui a été dit. Et on a résumé ça en 5 valeurs qui, je pense, qui résistent assez bien au temps. Là, ça fait 2 ans. Engagement, transparence, collaboration, ownership, efficacité. Dans ownership, tu décris quoi? Ownership, ça veut dire qu'on fait en sorte que les gens soient honneurs de leur sujet et qu'ils puissent être un peu comme des entrepreneurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir justement une culture top-down où il y a des instructions et où ça devient une machine tellement compliquée à plus de 100 personnes que chacun fait un peu du travail à la chaîne, on essaye d'attribuer des sujets à des gens ou des équipes pour qu'ils puissent penser à long terme. Tu es un peu intrapreneur. Ouais, exactement. Un exemple concret, c'est qu'avant, sur tout ce qui était pour fabriquer le produit et l'appli,
c'était tout, moi et mon cofondateur, on décidait de tout ce qu'on allait faire, et puis derrière, tout le monde exécutait, les produits, les techs, les designers, etc. Là, maintenant, on a créé des squads, qui sont en fait des sortes de sous-startups. On leur donne un sujet qui ne va pas changer, donc il y en a qui sont l'expérience pendant la location, un autre qui est la réservation, d'autres qui est assister les clients. Ils prennent un sujet, il y a une équipe pluridisciplinaire avec des designers, des techs, etc. pour cette squad. Et après, c'est à eux de penser ce qu'on va faire à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Évidemment, ils s'inspirent de la stratégie de la boîte, etc. Mais c'est eux qui sont honneurs. Et ça a permis de... On arrivait dans une phase où les gens se disaient « mais qui fait quoi, je sais pas, qu'est-ce que le boss va vouloir, etc. » Et tout d'un coup, on a redonné... Chacun est propriétaire. Chacun, voilà, on a redonné... Ça devient son projet et plus le projet du boss, en fait. Et donc, en fait, on a découpé en silos des domaines de la boîte, ce qui amène des nouveaux problèmes. C'est-à-dire qui dit silo dit il peut y avoir 2 personnes qui travaillent de façon moins coordonnée, mais on pensait que ça avait plus de valeur de donner vraiment la propriété des sujets. Et en donnant comme ça du pouvoir à tes équipes, est-ce qu'il y a eu des moments où ils ont fait des erreurs et tu t'es dit putain merde, pourquoi ils ont fait ça? Ou est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où dans la transition, c'était pas évident pour toi des erreurs qui apparaissaient? En fait, il y en a eu. C'est vrai qu'à partir du moment où les gens sont propriétaires, et parfois ils vont dans une direction, ils travaillent de façon un peu autonome, et puis au bout d'1 mois où ils disent bon, je voudrais valider ça, est-ce que c'est bon? Tu te rends compte que ah mais zut, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, ça va pas dans la bonne direction, donc ça arrive. Et tu le gères comment toi? Comment en termes de communication et intérieurement tu fais quand tu te réalises après 1 mois, mince, c'est pas du tout ce que j'imaginais en fait? Franchement, j'ai pas de façon de le gérer. Moi, je suis assez cash et assez direct. Je pense parfois, il y a des gens qui sont déstabilisés. Tu leur dis quoi par exemple? Mais sinon, je viens de te montrer ce que je viens de faire après 1 mois. Je vais dire immédiatement, mais je suis pas du tout d'accord, ça me paraît, et puis donner des tas d'exemples, et puis on va argumenter. Je pense que par exemple, il y a pas mal de nouveaux chez Dravie qui sont assez déstabilisés. T'as le boss qui arrive et qui dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis pas du tout d'accord. Enfin, je pense qu'il faut faire évidemment attention, il faut pas que ça devienne personnel, etc. Et je suis très cash et assez déstabilisant. Et je pense qu'après les gens s'habituent, ils savent que c'est pas contre eux, que c'est dans mon style, que si je suis pas d'accord, je vais le dire de façon forte. D'ailleurs, on a une valeur, dans notre valeur transparence, on est obligé de dire si on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui n'était pas d'accord et qui l'a pas dit, c'est une faute qui est vraiment grave. Donc on le dit, et puis après les gens ils apprennent que c'est pas parce que c'est moi qu'il faut pas répondre. Si eux sont pas d'accord avec toi, l'idée c'est qu'ils le disent aussi. Ils le disent aussi. Et ils défendent leur idée. Ouais, exactement. Et je pense que ça marche plutôt bien. Évidemment, rien n'est parfait. Il faut éviter le fameux problème de c'est celui qui a le plus haut salaire dans la réunion qui a raison, quoi. Parce que ça, c'est un fléau. Et justement, comment tu à la fois évites ça et maintiens une forme de hiérarchie ou du management? Comment tu crées cet équilibre où chacun peut s'exprimer et en même temps, il y a des personnes qui sont là pour donner une direction, être responsable du projet? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'autorité entre guillemets dans l'entreprise? Si, il y a de l'autorité. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a de l'ownership et qu'on dit à quelqu'un tu es responsable de penser pas que à court terme mais à long terme, c'est pas parce qu'on dit ça que la personne va être complètement libre de faire ce qu'elle veut. Ça n'empêche pas qu'une des squads que j'ai décrites, donc une équipe qui a la responsabilité d'un sujet, si elle doit prendre une décision hyper importante de changer complètement la structure de prix, elle doit penser le problème et après aller le soumettre au comité de direction qui a tout pouvoir pour dire non, en fait, on pense que c'est une très mauvaise idée, voilà pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on décide de tout, mais ça veut dire qu'on est responsable de faire avancer le projet et qu'on n'attend pas des instructions. Il y a quelque chose qui est très précieux pour moi, qui vient aussi de Jeff Bezos, c'est le disagree and commit. Il a articulé ça dans un long article. C'est disagree and commit, ça veut dire on est obligé, quand on n'est pas d'accord, de dire qu'on n'est pas d'accord, c'est la partie disagree. Et ensuite, une fois qu'il y a eu le débat sur est-ce que je suis d'accord ou pas, on est obligé de commit, de s'engager dans la décision qui a été prise par l'équipe. C'est-à-dire que ce qui est souvent ultra nocif, c'est des gens qui n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que le système ne le permet pas, on n'osait pas, qui après n'étaient pas d'accord, donc ils se disent ça c'est une connerie cette décision, et après du coup ils vont à chaque fois dans le développement du projet freiner un peu, dire à un collègue ah bah tu vois je l'avais dit, ça va pas marcher, retarder, et ça c'est archi nocif, donc obligé de dire qu'on n'est pas d'accord, et après obligé d'être à fond, même si on avait voté contre la base. Au début. Donc chacun s'exprime, et à la fin on prend une décision et on s'engage tous vers ça. Ouais, exactement. J'adore moi vraiment ce que tu partages par rapport à la culture. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu avais recruté des collaborateurs où ce type d'esprit, de mentalité ne leur correspondait pas? Par exemple, l'idée de leur donner un niveau de responsabilité, au final, tu avais beau leur donner, toi ou tes équipes, hein, et au final, ils ne le prenaient pas, ou ils ne prenaient pas leur niveau de responsabilité, ou ils n'étaient pas dans une démarche d'autonomie à avancer eux-mêmes. Est-ce que tu as vécu ça? Si oui, du coup, comment tu l'as géré?
Ouais, on l'a vécu beaucoup de fois. En fait, c'est un des énormes avantages que j'ai découvert après coup de formuler la culture, de formuler des valeurs. Parce qu'en fait, la culture, elle existe déjà. Quand il y a un groupe d'humains, il y a une culture qui est associée. Avant de la formuler, ça existe déjà et ça se forme tout seul. Un énorme avantage de la formuler, c'est que ça devient plus clair, moins ambigu. C'est beaucoup plus facile de recruter parce que quand tu vois un candidat, tu le compares à tes 5 valeurs et ça te donne une grille de lecture. En fait, moi, je croyais que c'était un peu bullshit, honnêtement, quand on l'a fait. Et en fait, ça donne une grille de lecture qui est vraiment utile. Et aussi, les gens qui sont pas à l'aise dans la culture, ça veut pas dire qu'ils sont moins bons, qu'ils sont moins malins, etc. Mais qui sont pas à l'aise, en fait, ça devient évident pour l'équipe qu'il y a quelque chose qui bloque et même évident pour le candidat. Donc en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois où en fait, il n'y a même pas de conflit, où il n'y a même pas à virer la personne parce qu'en fait, c'est évident pour tout le monde que ce trait culturel de la boîte, c'est pas pour eux. Moi, j'ai eu des exemples où, par exemple, on a une valeur de collaboration où les gens se mettent vraiment pas en avance à titre personnel, c'est vraiment pas dans la culture de la boîte. Donc on va aider les gens, peu importe qui a contribué, etc. Ça marche vraiment hyper bien chez Drivey. Parfois, on a eu des gens très très smart, très analytiques, super bons, mais qui étaient vraiment dans le truc de c'est quoi mon territoire, c'est quoi mes objectifs, je me mets en avant, je suis pas vraiment team player. Et en fait, ça bloque tout de suite, quoi. À la fois, l'équipe tout de suite dit oh là là, mais là il y a un problème. La personne ne se sent pas à l'aise et en fait, ça résout les conflits avant que ça ait eu le temps de s'envenimer. Pour revenir sur la notion de responsabilité, dans un entretien d'embauche, comment tu l'évalues? Comment tu arrives à te dire tiens, il faut que je mesure sa capacité à prendre de l'ownership sur son projet? Comment tu fais pour voir ça dans un entretien d'embauche? Donc sur prendre de l'ownership en particulier, c'est vrai qu'il y a quand même le passé, les projets passés. Mais là, typiquement, ce qui est dangereux, c'est juste de descendre le CV en disant « Ah oui, tu as eu tel poste, tel poste, tel poste ». Il faut vraiment creuser et poser des questions concrètes parce que sur un projet, il y a plein de gens qui collaborent un peu ou qui participent. Tu participes toujours aux entretiens d'embauche ou pas? J'en fais beaucoup. Je trouve que j'en fais pas assez. Là, je viens d'envoyer un email à mes RH en me disant « Mais mettez-moi sur plus d'entretiens d'embauche ». Tu as des questions que tu as appris avec le temps qui te sont vraiment utiles? Tu te dis il faut poser ces questions-là dans un entretien d'embauche? Comment vous nous avez connus, enfin c'est très basique, mais comment vous nous avez connus, c'est toujours intéressant le cheminement de qu'est-ce qui a amené quelqu'un là. Dans quelles autres boîtes vous avez postulé, parce que parfois il y a tout un truc sur la mobilité, les villes, Drivey, c'est exactement ça. Et puis ensuite les 3 autres boîtes dans lesquelles la personne a postulé, ça n'a rien à voir, c'est l'opposé en valeur, etc. En général, pas une question typique, mais vraiment creuser les sujets, c'est-à-dire que soit moi je zappe complètement le CV parce que quelqu'un d'autre l'a fait et je pose que des questions d'études de cas, voir comment la personne réfléchit. Soit je me dis, je veux bien parler de l'expérience, mais par contre, faire une lecture du LinkedIn ou du CV, ça n'apporte absolument rien. Donc il faut creuser et dire, c'était qui dans l'équipe, avec qui tu as collaboré, c'était qui ton boss, les personnes avec qui tu bossais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, etc. J'ai une question qui, je pense, sur un autre sujet. Je pense à plein d'entrepreneurs là qui nous écoutent. Est-ce que tu verrais, toi, des facteurs clés de réussite d'un business qui s'appliquent à plein de business? Tu te dirais, tiens, si un entrepreneur il a ça en tête, il a quand même plus de chances de son côté pour réussir. Je reprendrai l'obsession du client dont on a un peu parlé. Ouais. Simplifier l'expérience, vraiment être obsédé par le client au début. Moi, j'ai vu, je pense qu'on a été assez bon, notamment sur le produit, pour répondre exactement à ce que les clients voulaient. Là où j'avais des concurrents qui voulaient plus faire des trucs impressionnants techniquement ou faire des tas de partenariats alors qu'ils étaient encore minuscules. Donc obsession du client. L'autre point vraiment évident, c'est justement le recrutement et bien s'entourer, où on n'investit jamais assez dans trouver les bonnes personnes, être sûr que chaque personne qui nous rejoint, c'est la bonne personne. T'as utilisé les cabinets de recrutement ou pas du tout? Oui, on en a utilisé. C'est pas du tout notre principal canal de recrutement. Ça dépend pas mal des postes. Donc sur des postes un peu au potentiel généraliste, ça sert pas à grand chose. Quand on va chercher des postes assez techniques, assez précis, qui demandent une expertise, c'est une bien meilleure idée. Par exemple, récemment, on a embauché un directeur des opérations de flotte. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va optimiser la gestion de la flotte de véhicules, tout ce qui est nettoyage, parking, etc. Il vaut mieux aller chercher avec un cabinet de recrutement quelqu'un qui a déjà fait ça et qui est déjà expert parce qu'on cherche vraiment une expertise. Donc ok, ça c'est le deuxième. Tu verrais d'autres choses qui tu te dis tiens, il n'y a peut-être pas assez d'entrepreneurs qui ont ça en tête? Je pense que c'est vraiment l'essentiel, quoi. Donc tu es focus sur le client. Ressources humaines et focus sur le client. Avec ça, je trouve qu'on va loin déjà. À niveau plus, on va dire personnel, dans le sens plus émotionnel, est-ce que tu as eu dans les 9 ans une ou plusieurs difficultés qui t'ont vraiment, un peu comme le boxeur là, qui prend l'hypercute dans la figure et qui a 2 doigts d'abandonner ou qui se sent vraiment pas bien ou un truc, ça a été plus dur? Et si tu en as eu un, comment tu l'as vécu, comment tu l'as géré, comment tu l'as dépassé?
Alors, toute la phase où j'étais tout seul, c'est-à-dire tout le début, moi ça a été très dur, 1 an et demi tout seul au début, j'étais tout seul dans mon salon, je voyais pas grand monde. Je me suis séparé à ce moment-là, donc je suis passé de la vie de famille dans un grand appart avec un enfant, une copine et un CDI dans une grosse boîte avec vraiment tout le cliché. truc. Voilà, le cliché du jeune cadre dynamique qui a réussi à tout seul dans mon appart. En plus, ça, c'était à Marseille, mais après, je me suis dit, il faut que je rentre à Paris. Et là, je suis retourné chez ma mère. Donc, j'avais 30 ans, retour chez ma mère, pas de salaire, tout seul. Et évidemment, ma mère qui me disait, repas, qu'est-ce que tu fous, ce truc va pas marcher. Énorme phase de déprime, c'était vraiment, vraiment difficile à ce moment-là. Imaginons qu'on a un entrepreneur qui nous écoute, qui a 30 ans, célibataire, il est chez sa mère. Il est pas bien, t'aimerais lui dire quoi? Il est à 2 doigts d'abandonner et les gens lui disent mais arrête, ton idée elle est pourrie. T'aimerais lui dire quoi là? J'aimerais lui dire de vraiment s'accrocher et que c'est ça qui fait la différence et qu'en plus, même si ça plante au bout, c'est un énorme apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui est bien, qui a changé. C'est que plus ça va, plus en France, de toute façon, même 2 ans d'expérience d'entrepreneur qui a planté à la fin sur un CV, c'est top. Donc en fait, il y a... C'est plus comme avant où c'est perçu comme un échec. C'est quand même... moi, je connais des tas de gens dont le projet n'a pas abouti, mais qui ont justement très bien rebondi. Et il faut s'accrocher, c'est difficile, mais il y a vraiment des moments plaisants après. Et pour s'accrocher, toi, tu as des petites techniques qui sont utiles, je sais pas, par exemple, une manière de te parler, de bouger, du sport. C'est quoi dans un moment où tu es dans le dur, comment tu fais pour retrouver l'énergie et dire allez, on y va? Alors, le côté vraiment obsession de résoudre un problème et de ne pas lâcher, ça, je sais pas. Tu l'as depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps et je pense que c'est une de mes forces. Moi, j'ai jamais été ni un génie en maths, ni un super networker, mais j'ai toujours été assez teigneux sur résoudre un problème jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça, il faut vraiment se poser la question, je pense, parce qu'une autre chose, c'est que je recommande absolument pas ça à tout le monde parce qu'il y a quand même un énorme investissement. Quand tu dis ça, c'est l'entrepreneuriat, ouais. Un énorme investissement, ça affecte beaucoup la vie perso. C'est drôle ce que tu racontes, parce que j'ai vu une interview d'Elon Musk, où, c'est pas une interview, c'est un documentaire, où il intervient dans une école où il y a des jeunes qui sont hyper intéressés par l'entrepreneuriat. Et tu as un des jeunes qui dit tiens, qu'est-ce que tu conseillerais, Elon, à des jeunes comme nous qui veulent entreprendre? Et je sais pas, il fait au moins 30 secondes de silence, il réfléchit et il répond c'est dur l'entrepreneuriat. Ouais. Ils attendent tout sauf sa réponse et il dit et je sais pas si c'est pour tout le monde. Hein. Franchement, c'est dur. Non, c'est vraiment dur. Et après, tu as l'interview d'un des jeunes qui dit que sur le coup, il était en colère contre Elon là-dessus. Ouais. Et en fait, 10 ans plus tard, il se dit je comprends pourquoi il nous a dit ça. Parce que quelque part, la personne qui est vraiment faite pour entreprendre, t'auras beau lui dire 22 fois que c'est dur et qu'il faut pas qu'elle le fasse, finalement, elle va le faire quand même. Moi, en fait, ce que je sais, c'est que si je le fais pas, j'aurais pas été accompli, j'aurais pas été bien, j'aurais été insupportable, j'aurais été frustré. Donc, c'est comme une sorte de besoin. Je pense que c'est comme un artiste qui peint, quoi. Il y a énormément d'artistes qui sont malheureux, qui en souffrent, etc. Mais ils ont besoin de peindre. Moi, je ressens un petit peu la même chose pour faire aboutir un projet qui ait de l'impact et qui donne quelque chose. C'est vrai que c'est dur et je pense qu'il y a des tas de façons de s'éclater. D'ailleurs, au contact de l'entrepreneuriat ou de la tech, moi, je vois dans mon équipe, il y a plein de gens qui sont arrivés plus tard, qui ont des actions de la boîte, qui ont des positions hyper innovantes, hyper intéressantes. Je trouve que c'est merveilleux, mais c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment se poser la question de le côté pro pour moi, quelle importance j'ai envie que ça ait dans ma vie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je bosse pas jusqu'à 2h du matin, j'ai des horaires de bureau relativement raisonnables. Par contre, je pense qu'une grosse différence, c'est que ça me quitte jamais, quoi. C'est-à-dire quand je me réveille et que j'ouvre les yeux le matin, je commence à mâcher des problèmes et en général, je m'endors quasiment tous les soirs avec des problèmes de boulot. Et honnêtement, je me dis, mais c'est absurde, t'es complètement con, t'as des enfants, pense à ce qu'ils font, imagine-toi, mais en vrai, ce qui revient quand même le plus facilement, c'est les problèmes de boulot et je vis avec quasiment tout le temps. Et comment tu fais justement pour arriver à être présent avec tes enfants ou créer de la respiration ou arriver au moins un peu plus déjà à faire abstraction de ce qui se passe? Comment tu fais? C'est quoi tes techniques pour ça? Alors déjà au début, j'y arrivais pas. Pendant de nombreuses années, quand j'étais séparé avec un jeune enfant, j'ai eu énormément de mal à être vraiment présent. Donc quand j'étais avec lui, je pense que j'étais souvent avec lui à moitié. Mais ensuite, mes partenaires, ma conjointe aujourd'hui m'a énormément aidé pour faire réaliser de « Eh oh, là, t'es avec nous, mais t'es à moitié là ».
Elle m'a énormément aidé avec la maturité, les années qui passent. Maintenant, j'ai une super équipe de direction chez Drivey. Il y a 5 directeurs assez seniors, etc. Donc quand même, en faisant une bonne organisation qui tourne bien, bah forcément, ça donne de l'air. C'est des efforts, de la maturité, des années qui passent, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Il y a un modèle où il y a un président qui est plus la stratégie et toutes les relations extérieures, que ce soit investisseur, client, partenaire, et ensuite un directeur général ensuite à qui tout le monde reporte. Moi, je me sens plutôt bien dans l'organisation actuelle où les 5 directeurs me reportent. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai quand même énormément réduit le nombre de personnes qui me reportent, puisque... T'as combien de personnes qui te reportent? 5 personnes. Donc ça permet quand même d'avoir un horizon assez clair, d'être exposé quand même à beaucoup moins de choses que quand il y en avait 10. Ton enfant, il a quel âge maintenant? Il a 12 ans. 12 ans. Et j'ai une fille de 2 ans aussi. S'il se posait des questions d'entreprendre à 18-19 ans, t'aimerais lui dire quoi? Je l'encouragerais clairement. Je me poserais juste la question de est-ce que c'est dans sa personnalité, est-ce que c'est pour lui? Mais encore une fois, même si on fait fausse route, le faire pendant 2 ans, on apprend énormément et ça peut être génial d'avoir réalisé, ok, maintenant je sais ce que c'est, je sais par exemple que c'est pas pour moi. Mais par contre, j'apporte ça maintenant dans une boîte plus grosse où j'ai compris quelque chose, où j'ai compris la difficulté, donc aussi j'ai du respect pour ça, de l'humilité, etc. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, c'est plus une question d'ordre général, qui me disent que le regard de l'autre les bloque en fait, la peur d'être critiqué, la peur d'être attaqué, que ce soit dans les médias ou via des commentaires. Tu aurais des astuces de comment bien vivre en fait les attaques, les critiques, que ce soit des critiques de gens qui t'aiment, par exemple ta maman qui te dit non mais laisse tomber ton projet. Je vois beaucoup de gens qui me disent je n'y arrive pas parce que les gens ne croient pas en moi ou parce que j'ai peur que si je me lance ma vidéo sur YouTube ou je crée ma start-up, on se foute de ma gueule. Est-ce que tu aurais des astuces à partager? Imaginons que même c'est ton fils qui te dit ça, tu vois, qui te dit je vis mal que je sais pas, des potes à l'école me disent que c'est nul mes idées, tu lui dirais quoi en fait? J'ai pas de conseils évidents. Moi, par exemple, j'aime bien lire des biographies et justement écouter d'autres entrepreneurs ou pas entrepreneurs parler de leurs projets parce qu'en fait, on se rend compte que derrière une belle réussite toute lisse, il y a toujours des accidents et des montées et des descentes sans arrêt. Et je trouve que ça aide pas mal à se dire, en fait, c'est normal. C'est normal. Il faut aussi essayer d'être bien entouré par des conseillers. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des business angels qui sont... pour certains aussi des amis et qui, quand tu te dis mais je suis nul, je suis moins bon que les autres, ils sont capables de te dire parfois oui là t'as fait une erreur et d'autres fois mais tu te rends pas compte, je suis 10 autres boîtes et en fait t'as l'impression que ta boîte est mal organisée mais en fait elle est hyper carrée par rapport à beaucoup d'autres. C'est précieux de se faire aider je pense par quelqu'un en qui on a vraiment confiance et qui suit dans la durée. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, qui t'accompagnent et tout, mais quand c'est pas dans la durée, ça n'a pas du tout la même valeur parce que ils n'ont pas l'historique. Voilà, il n'y a pas l'historique, c'est pas du tout pareil. C'était déjà arrivé de te dire tiens, est-ce que je lui prends pas trop de temps, par exemple, je sais pas, un business angel, ou se dire jusqu'où je vais dans lui prendre du temps pour qu'il m'aide? Est-ce que t'as déjà eu ce dilemme-là? Ouais, très souvent, je me dis il pourrait très bien ne plus s'en occuper du tout et là, je pense à Thierry, un de mes business angels, où je l'appelle sans arrêt parce que son avis est hyper précieux, mais c'est vrai que ça fait des années, quoi. On a plus juste 2 ans, donc lui, il a investi quelques dizaines de milliers d'euros il y a 10 ans. Il pourrait très bien dire, bon, maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Bah, j'ai envie de dire, il faut demander, il faut se poser la question, il faut demander à la personne, mais bon, après, quand c'est une relation de confiance, je pense que... Ça t'est déjà arrivé de dire à la personne, est-ce que je te saoule pas en t'appelant trop? Ouais, bien sûr, en disant, si t'as pas le temps, il n'y a pas de problème. Effectivement, il faut faire attention. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me demandent des conseils 1 fois, 2 fois, 3 fois et de devoir dire je suis vraiment désolé mais est-ce qu'on peut faire par écrit plutôt que boire un café ou là j'ai pas le temps, je suis sous l'eau pendant 2 mois et je suis désolé mais bon courage. Il y a forcément, tout n'est pas extensible. Tu as 130 salariés, j'imagine que c'est impossible d'avoir toujours les 130 salariés qui sont contents de tes décisions au même moment, c'est un peu comme un enfant. Comment tu le vis intérieurement en fait? Est-ce que des fois ça t'embête, une décision que tu peux prendre que certaines de tes équipes peuvent ne pas comprendre tout de suite? Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose que tu vis ou... Non, déjà ça m'embête pas énormément. Après ce qui est important je pense c'est que le rôle d'un directeur de boîte, c'est au lieu d'aller essayer de résoudre un par un les problèmes en argumentant avec chaque personne, l'important c'est de donner la vision générale pour que ce disagree and commit puisse se passer. Donc nous, tous les trimestres, on fait une réunion de tous les employés de la boîte qu'on appelle All Hands, où on donne la stratégie
un peu à long terme et ce qu'on va faire dans les 3 prochains mois. Et en fait, justement, à partir du moment où la vision est claire, elle est bien expliquée, donc il faut investir énormément là-dedans. Tu dis des réunions, c'est individuel avec chaque personne Non, pardon, on réunit tout le monde, les 130 ensemble, tous dans la même salle. On passe 1h30 à revoir ce qu'on a fait les 3 derniers mois, se donner des objectifs pour les 3 prochains mois et aussi faire des points sur la vision stratégique un peu à plus long terme. Et c'est toi qui parles ou c'est d'autres personnes qui animent? C'est partagé, donc moi je parle un peu, il y a souvent les principaux directeurs qui parlent tous, et puis après il y a des sessions qui peuvent être avec des gens qui parlent pas souvent mais qui ont un projet intéressant à partager avec la boîte. Mais à partir du moment où on investit pour expliquer où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait et tout, l'important c'est d'avoir ce travail de fondation où on dit aux gens voilà la direction, voilà pourquoi on le fait. Et du coup après ils peuvent se dire bon c'est peut-être pas la bonne façon de le faire, mais déjà je comprends où on va, c'est clair, j'ai pu exprimer mon opinion, et donc après peu importe qui est d'accord, qui dit ça va marcher, ça va pas marcher, il faut dépasser ça en donnant la vision. S'il n'y a pas la vision générale, où les gens comprennent pas vers où ça va, ça devient une argumentation à chaque fois de est-ce que ça c'est bien ou pas, est-ce que ça c'est bien ou pas, etc. Et on se perd dans un océan d'argumentation. Et la vision, c'est tous les trimestres. Est-ce que vous avez une réunion aussi annuelle où vous l'annoncez, ou c'est juste les trimestres où vous le faites? C'est trimestriel, et après justement celle de décembre, il y a un peu l'occasion de se projeter sur de donner des objectifs de l'année suivante. Donc elle a un peu plus de points, on va dire, que les autres points de passage. Et votre vision, elle va jusqu'à la vision la plus lointaine, elle va jusqu'où en fait? Alors ça dépend, on ne travaille pas toujours sur la vision à 5 ans, mais typiquement nous, les voitures autonomes, ça peut beaucoup changer. Je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour Drivey, mais donc on travaille parfois sur qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec les voitures autonomes, et plus souvent c'est à 2-3 ans là, où est-ce qu'on veut être, et après ça se décline en qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine et qu'est-ce qu'on fait les 3 mois suivants. Est-ce que tu as un grand rêve à l'échelle dans les 10 prochaines années, ou 15 prochaines, ou 20 prochaines, un rêve qui t'inspire comme ça, que tu aimerais arriver à réaliser? Pour Drivey, c'est vraiment... là aujourd'hui, c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Si on regarde les rues et les villes, il y a toujours des embouteillages, même si les taux de propriété diminuent. Moi, mon but, c'est d'avoir des villes beaucoup plus vivables, avec beaucoup moins de places dédiées au stationnement, où l'air soit respirable. Donc arriver à vraiment transformer la vie urbaine, parce qu'il y a beaucoup moins de place pour la voiture, et quand on a besoin de bouger, on est beaucoup plus libre pour aller prendre l'air ailleurs. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, raconter les histoires d'usagers, comment ça a changé leur vie, ça a une place par exemple, que ce soit pour faire des levées de fonds, motiver tes équipes? Je pense que c'est un entrepreneur américain, et en fait il donne de la place. Il a trouvé que pour lui ça faisait une différence dans l'énergie de la boîte. Il est tout le temps en train de raconter une histoire réelle d'un client qui a transformé sa vie d'une manière ou d'une autre dans l'hôtel, et il la raconte en permanence. Ça crée une culture où à chaque fois l'entreprise réalise ce à quoi elle sert, et il la raconte dans les médias. C'est quelque chose que vous faites avec une petite dose de raconter l'histoire d'usagers qui ont vécu telle chose? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? En fait, tu me fais penser, on avait décidé de le faire, et tu me fais penser qu'il faut qu'on le refasse, notamment pour le service client. C'est très dur parce qu'à chaque fois qu'on parle du service client, en général, c'est quand il y a un problème. Et on avait décidé de se dire, il faut qu'on arrive à balancer ça, donc ne pas mettre la tête dans le sable et plus voir les problèmes, mais avec des histoires justement où ça s'est hyper bien passé, où Drivey a vraiment eu de l'impact pour eux. Et il y a des gens dont Drivey est la principale source de revenus, donc on leur change vraiment la vie, on leur permet de sortir d'une mauvaise passe. Il y a des gens qui vendent leur voiture et qui font que du Drivey, donc ça a quand même vraiment un impact. Et on le fait pas assez, et je pense que c'est hyper important. Encore une fois, c'est être un peu customer-centric, mais d'écouter ce que les clients ont à dire, et aussi le bon côté des choses, et le partager avec tout le monde. Donc, je vais première décision en retournant au bureau tout à l'heure. Je vais mettre un petit rappel là-dessus. Ouais, non, c'est top. T'as une dernière chose que tu aimerais dire, ou t'es bien là comme ça? Non, je suis bien, merci beaucoup. Mais en tout cas, vraiment, c'était cool. J'apprécie vraiment ton humilité en fait. Je trouve que c'est beau d'avoir réussi à créer ça. Ça change des vies, ça change la nôtre, hein, franchement. C'est tellement plus simple d'utiliser Drivey que d'autres sociétés de location. Et moi, ça m'inspire aussi d'imaginer une ville où il y a un air plus respirable, moins de voitures dans les rues. C'est top. Et je pense vraiment que le monde, il évolue même pas qu'au niveau des voitures, vers ça. De plus en plus partager les ressources qu'on a en fait. Et de moins en moins juste en propriétaire en fait. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup David. Avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves.
j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.